Bonjour, je suis Patrick Mulumba. Suivez Ligablo sur toutes les plateformes avec Merveille Mafuta. Ligablo interview. Hello la famille, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Ligablo Interview. Cette émission, je le dis toujours, elle est faite pour vous parce qu'il est question de vous, de votre originalité, de votre personnalité et surtout de votre expérience. Car le chemin parcouru par vous peut être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre qui veut suivre le même schéma ou qui veut encore faire plus. Voilà pourquoi pour ce nouveau numéro, nous avons choisi un personnage qui a en tout cas de l'audace. S'il faut le définir ainsi ou le caractériser ainsi, nous dirons qu'il est audacieux pour avoir choisi un schéma que peu de gens choisissent, que peu de gens empruntent. À ce schéma, il a rajouté son savoir-faire au-delà de son audace. Il a rajouté son envie et son désir d'aller loin. Il a choisi l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat dans un secteur prometteur, dans un secteur porteur de développement pour notre pays. Il s'agit de l'agriculture. C'est donc un entrepreneur agricole qui, derrière lui, il a, je dirais ça comme ça, créé un concept agro-business. Ça veut dire qu'il crée quelque chose porteur de développement, mais aussi créateur d'emplois et créateur de profits. Sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Patrick Mulumba. Il est, comme on le dit, chef d'entreprise, directeur général de Logix Africa SA, spécialisé dans le domaine agricole. J'en dis pas plus parce que lui, il est là pour nous parler de Logix Africa SA. M. Patrick Mulumba, bienvenue dans Ligablo Interview. Merci. Sur 10, la présentation? Ouais, quand même. Audacieux? Audacieux, c'est ta manière de dire, hein? Alors, dites-nous, aujourd'hui, comment... Ici, on va franco, hein, on va directement, on se vend. Hein. Comment vous allez définir l'homme que vous êtes devenu? L'homme que je suis devenu? Oui. Je ne peux pas le définir parce que je ne suis pas encore l'homme que je veux être. Donc, je suis encore dans le processus. Mais à mon âge, je ne peux pas dire que je suis devenu un homme que j'avais défini quand j'avais 18 ans. Je pense que je suis encore dans le processus d'arriver à ça. Ce que vous êtes aujourd'hui, ça répond au schéma de rêve que chaque jeune homme, chaque enfant se fait de lui dans 20-15 ans, quand on est enfant jeune? Non. C'était quoi le schéma? Donc, je veux dire, la question, c'est si les autres se font la même idée du cheminement ou de la personne qui doit être. Je pense que chaque personne doit découvrir le but de son existence et c'est quoi sa passion et c'est quoi ce qu'il doit faire dans le petit temps qu'on nous donne sur la Terre. Donc, je pense que je suis presque à mi-chemin de cela. Donc, en se basant sur l'expérience de vie de la RDC, si je rentre au Canada, ça sera mieux. J'aurai un peu plus de temps. Mais ici, je dirais, chacun doit découvrir cela. Pour moi, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour arriver où je veux être. Ça ne m'arrête pas de faire ce que j'ai besoin de faire, mais je ne pense pas que je suis encore là. Et pour les jeunes, je pense qu'ils doivent aussi voir cette optique, regarder ça de cette manière. Ça veut dire c'est un travail qui ne finit jamais, qui doit être continuel. Même quand tu es vieux, tu as encore des choses à apprendre. Vous avez parlé du Canada. Expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé au Canada. La petite histoire derrière, c'est laquelle? Ok. La version courte ou bien... La version courte, okay. Short. Je suis parti au Canada pour les études. En fait, après mes études universitaires aux États-Unis, je suis parti au Canada pour l'école de médecine. École de médecine. Oui. Aujourd'hui, patron d'une entreprise spécialisée en agriculture. Okay. Le saut en hauteur, en largeur, le saut en... Comment il s'est fait? En fait, pour moi, c'était quand même assez naturel parce que j'ai toujours voulu travailler dans l'agriculture, être agriculteur, en fait. Le terme que j'utilisais quand j'étais petit, c'était je voulais être laboureur. Moutabilanga? Laboureur, vraiment laboureur.
à cause de l'histoire d'un riche laboureur s'attend à mon prochain. Et la majorité des gens, quand ils entendent cette histoire, ils disent la leçon qu'ils ont retenue, c'est travailler fort, le travail est un trésor. Mais moi, je me suis arrêté à la première phrase qui était un riche laboureur. Donc, si je voulais être riche, il fallait que je sois laboureur. Donc, c'était un peu ça dans mon enfance. Mais le saut vers l'agriculture, pour moi, c'était très naturel parce que même quand j'étais plus jeune, j'aimais toujours faire des choses, faire mon fromage, faire mon alcool. Bon cuisinier? Assez bon, oui. Ok. Assez bon. Et donc, j'avais toujours cette passion au niveau de l'agroalimentaire. Oui. Oui, mais je pense un peu plus tard dans la vie que j'ai compris que c'est ça vraiment que je voulais faire. Devenir? Oui. Ça n'a pas été un choc de voir, de dire ça à vos parents, que vous choisissez le métier de la terre en lieu et place d'être médecin? Non, en fait, je n'ai jamais dit à mes parents que je choisis le métier de la terre. Vous avez fait comment? Oui, parce que je ne suis pas directement allé, quand j'ai quitté l'école de médecine, je ne suis pas allé directement dans l'agriculture. Ah, il y a eu une transition? Oui, donc c'était beaucoup plus dans l'entrepreneuriat en général. C'était un choc pour moi-même et pour eux aussi, sûrement, c'était définitivement un choc parce que tout le monde disait, mais Patrick, il est super intelligent, il va faire le meilleur médecin. Et quand j'étais petit, je mettais le petit blouson de médecin, tout ça. Donc, c'était un peu comme un revirement total et c'était pas facile parce que je n'avais aucune expérience en entrepreneuriat, ce qui m'a amené à faire beaucoup des erreurs. Et quand tu fais des erreurs comme ça, quand tu pouvais être médecin, on te dit, mais tu vois, si tu étais resté médecin, tu n'aurais pas à faire ça. Un exemple d'erreur que Patrick a fait qui, forcément, on se dit, pourquoi je ne suis pas restée en médecine, moi? Non, j'étais déjà dit behind the scenes, je ne veux pas répéter ça. Non, mais pourquoi j'insiste? Non, je vais dire, ok, je vais te donner quand même, hypothétiquement. Merci. Ok, parlant, au niveau de, je peux dire, si je veux donner moins d'informations possible, je dirais l'orgueil chez un entrepreneur, ce n'est pas une bonne chose. La fierté, oui, mais pas l'orgueil. D'accord. Et quand tu commences en tant qu'entrepreneur, un jeune entrepreneur, tu veux tout de suite montrer que tu as du succès. Et ça découle de l'orgueil et non de la fierté de ce que tu fais. Et je pense, je quitte l'école, le milieu académique, je me lance, un peu de succès, et puis je pense que non, je suis... Quel âge environ vous avez? Environ 21 ans. Environ 21 ans. Et tu penses que tu as du succès, mais ce n'est pas du succès, en fait. C'est le début, peut-être, de quelque chose. De quelque chose, mais souvent, c'est le début de ton premier échec qui t'apprend une bonne leçon en humilité. Parfois, tu n'apprends pas très bien, tu échoues encore. Et puis, petit à petit, tu t'améliores. Parce qu'aujourd'hui, Logix Africa SA, votre entreprise, SAS. SAS, excusez-moi, c'est 10 ans d'expérience. Déjà? Oui, le Logix principal du Canada, on a été créé en 2015, donc c'est 7 ans. Oui. Donc, on peut arrondir à 10, mais c'est 7 ans. Logix en RDC, c'est depuis 2018. Donc, c'est 3 ans. Donc, 4 ans, presque 4 ans ici. En ces quelques années d'expérience, disons-le, en un mot, quel serait, selon vous, le secret pour en arriver là? Pourquoi vous, les journalistes, vous demandez toujours un mot? Oui, parce que derrière nous, il y a le temps. Hein. Un mot, ou bien c'est suggestif? C'est suggestif. Un mot. Ok. En cours. Ok, c'est quoi la question encore? La question, c'est, selon vous, comment on fait? Quel est le secret pour arriver à ce niveau où vous êtes? Je pense pas qu'il y a... Dans ce secteur-là. Je pense pas qu'il y a un secret. Je pense que tout le monde sait comment y arriver. Mais les gens ne veulent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas comment le faire. Parce que tu dois sacrifier. Tu dois accepter de porter les mêmes jeans pendant 2 mois, pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Vous avez porté le même jeans pendant 2 ans. Un peu plus que 2 ans. J'ai même des jeans que j'ai de l'époque. Mais moi, je suis très fidèle à mes jeans. Il n'y a pas vous arrivez à rentrer dedans jusqu'aujourd'hui Allez-y. Oui. Je rentre encore dans mes jeans quand même. Au niveau de la taille, c'est problématique. Oui, on a compris. Les gens dedans. Donc, je veux dire, on ne veut pas sacrifier des choses. On ne veut pas la discipline de se réveiller tôt, de ne pas dormir. On
On ne veut pas l'angoisse de se faire insulter, d'emprunter de l'argent. Se forger, ça prend vraiment beaucoup de sacrifices. Tu dois décider vraiment de te départir des conforts et que les autres personnes trouvent normal. Avoir des choses qui sont chères, te faire des cheveux chaque mois. Tout ça, tu dois mettre ça de côté. Et entre toi et ton projet, il n'y a plus de différence entre toi et ton entreprise. Tu fais partie de ton entreprise. C'est ça. Et ça, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que tu dois aussi avoir un certain niveau d'humilité qui te permet d'échouer, regarder tes échecs en face, et puis pointer les doigts seulement sur toi. Les affronter. Apprendre de ces échecs et ressortir dans le public qui t'a vu échouer et qui continue à te juger pour cet échec parce qu'on n'aime pas échouer. Et dire, je vais continuer à marcher ce chemin. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que beaucoup de gens disent l'entrepreneuriat. Et dans les masterclass, je leur dis, moi, je préfère vous dire la vérité. Soyez des travailleurs autonomes, soyez des commerçants. Laissez les affaires d'entrepreneuriat. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et si tu n'es pas prêt de quitter de 20 amis à 1 ami, il ne faut pas faire l'entrepreneuriat. Si tu aimes les environnements sociaux où vous les entrepreneurs depuis l'enfance et tout ça, et vous êtes toujours ensemble malgré tout le chemin, il ne faut pas faire l'entrepreneuriat. Mais d'autres entrepreneurs vous disent que c'est là qu'on puise les potentiels clients. Non. Tu vois, dans l'aspect social, par exemple, tous mes collaborateurs, des gens qu'on peut causer avec sortir, c'est des gens que j'ai rencontrés dans le monde entrepreneurial. Et la majorité d'entre eux sont aussi des hommes d'affaires. OK. Tu vois, donc, entre nous, on peut se comprendre. Mais entre moi et mes cousins, on ne se comprend plus. On n'a plus la même situation, on n'a plus la même vision. Ça devient vraiment difficile de garder des amis. Quelle est la phrase qui vous a le plus choqué depuis que vous êtes dans le monde entrepreneurial? Que vous n'avez pas... Depuis que je suis dans le monde entrepreneurial, bien depuis que je suis au Congo. C'est deux choses différentes. Allons-y dans les deux. Dans le monde entrepreneurial, je pense qu'il n'y a rien qui m'a... Il n'y a pas quelqu'un qui vous a... Il n'y a pas une réflexion qui vous a choqué et tout ça? Non. Souvent, quand j'écoute les réflexions, je lis un livre, je lis beaucoup. Je lis presque 100 et quelques livres par année. Je pense que la majorité des entrepreneurs doivent lire. OK. Et je me retrouve toujours dedans. Parfois, c'est comme l'entrepreneur qui a écrit le livre parlait de moi, quoi. Mais au fait, il ne parle pas de moi, il parle de lui. Mais nous tous, nous avons ces mêmes choses. Donc, je n'ai jamais été choqué. Je pense que j'ai été peut-être surpris de voir que je ne suis pas seul à avoir des choses d'une certaine manière. Mais au niveau du Congo, la phrase qui m'a beaucoup choqué depuis le début, c'est « Ekosar est l'autre côté ». Toi, quand tu demandes à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, et puis il minimise l'affaire, il dit « Ekosar est l'autre côté ». Ça m'avait... En fait, ça a un peu court-circuité mon cerveau. D'accord. Lorsque en fait, je donne un exemple. Vous rencontrez un Congolais qui fait mal quelque chose, par exemple. Donc, vous êtes dans ce monde, dans l'agriculture. Une méthode que vous enseignez, par exemple, pour pouvoir planter. Et il ne fait pas quasiment ce qui a été demandé. Il fait autre chose. Mais il ne pense pas que ça a un impact. Il te dit, bon, après tout, et ça et l'autre. C'est ça, oui. Ça veut dire que bien il vient en retard, ou bien vous êtes en retard. Tu l'avais appelé qu'il vienne à telle heure pour te prendre. Il est en retard. Mais il ne voit pas, au fait, l'impact de son action sur toi. Donc, il dit, non, Tokokoma, on va arriver, que ça est l'autre côté. Donc, il n'y aura pas un problème, on va y arriver. Bienvenue au Congo. Tu vois, et c'est là que j'ai compris que non, la mentalité était vraiment à reconstruire, en fait. Et vous avez eu ce choc en rentrant chez vous de trouver ce niveau-là de mentalité? Donc, moi, je revenais presque chaque année. D'accord. Même quand on était avec les parents à l'étranger. Mais chaque année que je revenais, j'ai remarqué que ça se dégradait. Mais vous avez quand même fait le pari de revenir et de vous implanter. Mais c'est chez moi, je vais faire comment? Je vais renier chez moi pour devenir quelqu'un d'autre, pour aller être à un autre endroit où je ne suis pas chez moi, on me dit rentre chez toi. Et vous choisissez ce secteur d'agriculture, ce secteur agricole. Quel est le pari que vous avez remporté, le challenge dont vous vous sentez le plus fier en tant que directeur de Logix? Je fonctionne vraiment différemment.
Je dois être clair sur ça. C'est que souvent, les questions me mettent dans une boîte. C'est-à-dire, vous voulez une réponse taillée, des choses comme ça, mais je ne fonctionne pas comme ça. Et pour moi, je n'ai pas un pari, en fait, un objectif spécifique que je veux atteindre. À part le fait que l'objectif global que je vais atteindre, c'est 10%. C'était 5%, puis j'ai amélioré ça à 10%. Ça veut dire que je veux que mon entreprise soit dans 10% de tout ce que le Congolais va manger. Ça veut dire, si tu bois du thé, c'est logique qui a fait le sucre. Oui. Si on n'a pas fait le sucre, c'est le citron que tu as mis dedans. Tu vois, donc, mon objectif, c'est de rendre l'entreprise Logix la plus grande entreprise agro-industrielle de la RDC, et ensuite, pourquoi pas de l'Afrique centrale, et puis après, pourquoi pas de l'Afrique, et puis après, pourquoi pas un challenger de Cargill. C'est de là qu'est parti le concept agrobusiness. De où? Du fait que vous voulez vraiment rendre palpable l'impact de cette entreprise dans le vécu congolais. Ce business doit se sentir dans la manière de faire des Congolais, dans la manière de vivre. Oui, en fait, je pense que si tu es un bon capitaliste comme moi, tu vas comprendre que pour pouvoir bâtir ton entreprise, tu as besoin des personnes. Tu as besoin d'investir dans les gens, tu as besoin d'investir dans leur développement, tu as besoin d'investir dans la communauté pour que la communauté te protège, la communauté t'encourage, la communauté devienne fière, la communauté te vende au niveau national, au niveau international. Donc, tu ne peux pas être un bon capitaliste si tu ne penses pas avoir un impact sur la communauté. Mais mon objectif a toujours été de faire quelque chose qui a du sens, en fait, qui est pragmatique. Ça veut dire, c'est pas seulement des théories, c'est quelque chose qui impacte continuellement la vie des gens, qui apporte une solution dans la société. Et nous, on n'a pas d'industrie. On n'a pas d'industrie. Et la plus grande industrie, c'est l'agroalimentaire, parce qu'on doit manger. Avant même de penser à s'habiller, on a faim, on veut manger. Le ventre affamé n'a point de dos. C'est ça. Donc, au début, je voulais faire l'agriculture de production. Quand on a commencé l'agriculture de production, on n'avait pas les moyens d'évacuation. On a eu les moyens d'évacuation, on n'a pas les moyens d'entreposage. On a les moyens d'entreposage, on ne peut pas transformer. Donc, j'ai compris que je ne peux pas vraiment aborder la problématique de l'agriculture en RDC d'une manière restreinte. Je dois m'intégrer verticalement. Ça veut dire que je dois être capable d'aller de la production sur nos propres terrains, l'accompagnement des paysans, à l'évacuation, au stockage, donc la chaîne logistique, et aussi la transformation et la commercialisation. Ensuite, des intrants et tout, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui les faisait. Alors, je me dis, si je fais ça, les autres personnes vont voir que c'est intéressant. Peut-être qu'eux, ils vont s'investir dans les intrants agricoles. D'autres vont s'investir dans l'évacuation. D'une manière ou d'une autre, vous aider, au fait. C'est ça. Donc, éventuellement, ils vont voir que non, c'est possible de gagner de l'argent dans l'agriculture ou dans le secteur agro-industriel sans nécessairement produire sur le terrain. C'est-à-dire, il y a beaucoup de besoins que tous les agriculteurs ont besoin, qui ne sont pas répondus par des agriculteurs, mais qui sont répondus par des industriels ou des transporteurs et tout ça. Donc, le complexe agro-industriel est beaucoup plus large que juste des bilangas. Oui, juste des bilangas. Parce qu'après, quand on dit entrepreneur agricole, on se dit, on vous voit bien en bottes et tout ça. J'adore mes bottes, hein. Voilà pourquoi vous avez développé au sein de Logix plusieurs filiales, si on peut le dire comme ça, filières. Oui, c'est au fait parce qu'on devait nous-mêmes répondre à nos propres besoins et dans des endroits où personne pouvait répondre à ces besoins. Alors, on devait trouver un moyen de s'intégrer verticalement. Et puis moi, peut-être c'est mon background anglo-saxon au niveau éducationnel où tu dois fidéliser ton client. Quand il vient, il doit trouver... On a le concept de one-stop shop. Ça veut dire tu viens là, c'est un guichet unique où tu trouves toutes tes réponses. À cause des expériences que nous avons eues, nous avons compris que nous ne pouvons pas juste dire, OK, voici l'itinéraire agricole, allez implémenter. On doit aussi choisir les bons produits, les bonnes semences, les bons intrants et de qualité qui va l'aider. On doit aussi lui proposer l'agronome. On doit former son personnel. Donc, on commence à zéro en RDC où
Dans un autre pays, on peut lui donner l'itinéraire, il va aller chercher les intrants, il va chercher un bon agronome qui a de l'expérience et il peut commencer son projet. Mais en RDC, c'est pas aussi facile. C'est la question que j'allais poser. En RDC, est-ce que ce processus-là est-il rentable à ce jour? Non. Ce n'est pas à ce jour. Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise? Est-ce qu'on est profitable? Oui. Non. On ne va pas être profitable dans les termes que vous pensez. Ça veut dire à la fin de l'année, on déclare un profit. Oui, on va déclarer un profit, mais on réinvestit la majorité de l'argent pour pouvoir générer un profit qui est conséquent. Sinon, on a des miettes et puis on appelle ça profit. Donc, ce n'est pas profitable sur le court terme. Ce n'est pas profitable. Mais quand tu installes cette infrastructure, c'est profitable dans le long terme. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi tu le fais. Parce qu'ils ont une vision limitée. La majorité des Congolais, je pense que la majorité des gens aussi, veulent avoir des profits presque immédiats. Oui. Alors, à court terme. Ils n'investissent pas dans le long terme, dans la période. Comme je l'avais dit au début, il faut sacrifier. Et beaucoup de gens n'aiment pas se sacrifier. Ils disent, mais si j'investis 30 000 comme ça, à la fin de l'année, je vais sortir combien? Ça veut dire qu'il pense déjà à sortir son argent de son activité au lieu de dire combien l'entreprise peut générer pour réinvestir. Lui, il pense à combien je peux sortir pour commencer à vivre de ça. Donc, prendre soin de la chaîne de valeur totale, c'est très difficile et ça prend du temps à donner des résultats. Mais quand on reste dedans, ça produit. D'accord. Alors, Monsieur Patrick Moulumba, directeur général d'une entreprise congolaise, hein? Oui, 100%. Qu'est-ce que ça fait d'être patron d'un Congolais? Est-ce que les Congolais sont facilement gérables? Oh, mon Dieu. Non, ils ne sont pas facilement gérables. Sincèrement, hein? Sincèrement, ils ne sont pas facilement gérables. Comme je pense qu'il y a un grand manque d'éthique de travail, mais aussi des responsabilités. Ça veut dire, quand tu es un travailleur, tu as une description des tâches, tu as un salaire, tu es responsable de cette description des tâches, tu es responsable des attentes, des atteintes des objectifs de cette description des tâches. Il y a une fierté dedans que le Congolais ne parvient pas à avoir. À saisir. Oui, non, il n'a pas la fierté. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'atteindre ses objectifs, ça me rend fier. Si je suis un transporteur, je décharge des camions pour charger dans l'entrepôt, je dois le faire le mieux que je peux. Je dois être le meilleur des chargeurs. Ils n'ont pas ce truc-là. Et s'il fait mieux, il s'attend à un retour financier. Ça veut dire, ce n'est pas que je fais le travail le mieux que je peux le faire, parce que c'est ça mon obligation, et c'est pour ça qu'on me paye. Non. S'il classe bien comme ça, boss n'a classé. Boss au moins il est lourd, il veut 1 000 francs, il veut 2 000 francs, parce qu'il a fait son travail. Et c'est ça vraiment le problème. Donc c'est un problème, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quand est-ce que c'est venu, mais c'est je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il n'y a pas de delayed gratification. Donc, on n'attend pas pour bénéficier des efforts. Parce que moi, je suis en train de t'observer. Tu es en train de travailler, tu décharges, tu places, tu décharges, tu places. Je suis le boss, j'observe. Laisse-moi observer, laisse-moi être la personne qui... Peut-être j'attire l'attention du boss. Non, mais tu vois, c'est ça qu'on ne doit pas faire. Ok. Tu dois attirer l'attention de boss dans ton travail et non sauter et puis dire « Waouh, vous avez vu boss, pourquoi tu me dis ça? C'est ton travail, je te paye pour ça. » Je ne te paye pas pour jeter le sac partout, je te paye pour décharger et bien le placer. Tu décharges, tu le places très bien. Et alors, tu as fait ton travail. Donc, et à la fin du mois, je vais te payer ton salaire. Ça, c'est le point de vue d'un patron. Non, moi je pense que c'est personnel. On se dit religieux en RDC. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au travail? Fais-le avec tout ton cœur et toute ta volonté. Tout travail mérite un salaire. Oui, mais je vais te payer. Tu as signé un contrat. Si c'est $250, à la fin du mois, je vais te donner ton $250. Mais rien n'empêche au patron d'ajouter un... Mais pourquoi je suis obligé encouragement. Ouais. Même toi, tu as la même mentalité. Patrick Moulumba, voilà. Et c'est ça la plus grande difficulté. Logix Africa SAS, c'est Kilimo à l'intérieur, oui. Excelsis à l'intérieur, Agripreneur, Académie. Oui. Académie. C'est vraiment
surtout des filiales ou des filières Oui. qui ont vraiment beaucoup d'importance. Sans pressés par le temps, nous ne pouvons vraiment pas entrer en profondeur, Oui. mais mon attention va sur Excel 6. OK. Là, vous êtes en train de développer des stratégies pour pouvoir mettre en place des projets qui pourront avoir un impact pour la population, sur la population, mais en partenariat avec d'autres entreprises ou encore avec l'État. Oui. L'agriculture est un secteur porteur de développement, porteur de croissance économique. Selon vous, en tant qu'agripreneur, comment jugez-vous l'implication de l'État congolais dans ce secteur aujourd'hui? D'abord, pour un début, je pense que on utilise le terme agriculteur, mais tu sais que selon la loi, il n'y a pas une profession qui s'appelle agriculteur ou fermier. D'abord, reconnaître ça officiellement, donner un cadre légal à l'agriculteur. C'est déjà ce serait un pas. Un pas. Et puis, une autre chose que l'État a du mal à faire, et je pense que beaucoup de pays africains ont le même problème, c'est que on veut être au même niveau que l'Occident, on veut être au même niveau que les autres pays, sans suivre les mêmes étapes. On veut sauter des étapes. Et il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé sans commencer par l'agriculture. D'abord l'agriculture, ensuite l'industrialisation de l'agriculture. Et c'est de là que tout a découlé. Mais nous, on veut sauter ces étapes. On veut aller chercher des fonds à l'extérieur pour financer des hôpitaux, pour des gens qui ne sont pas capables de payer leurs frais médicaux. On va aller créer la couverture médicale universelle. Quand il y a seulement 200 000 personnes qui payent l'impôt, l'argent, ils vont aller où? On va aller faire la gratuité de l'enseignement parce que c'est un droit constitutionnel, mais on n'a pas l'argent pour financer cela. On va aller à l'étranger chercher l'argent pour quelque chose que nous avons dit que c'est notre droit constitutionnel. Ça n'a aucun sens quand tu penses comme ça. Tous ces pays n'avaient pas de gratuité de l'enseignement. Et ce n'est pas dans leur constitution. En France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, ils n'ont pas la gratuité de l'enseignement comme un droit constitutionnel. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas payer un droit. Et nous, on a ça comme un droit. Ça veut dire que si aujourd'hui, je veux poursuivre l'État en tant que jeune Congolais, parce que j'ai payé mes études, j'ai le droit de poursuivre l'État parce qu'ils ont enfreint mes droits constitutionnels. Okay? Donc, on a un manque de pragmatisme parce qu'on ne veut pas suivre les étapes normales de développement. Et ça passe par l'agriculture. 70% de la population africaine est dans l'agriculture, même en RDC. Si on commence par là, on affecte directement 70%. Donc, l'État doit se retirer de l'agriculture en tant qu'acteur de production. Parce que chaque fois qu'ils vont à un projet, ils vont faire Bukangalozo, ils vont mettre des millions de dollars dedans. Ils vont faire le programme volontariste, ils vont mettre des millions de dollars. C'est l'État qui est à la production. Et ça ne doit pas se faire comme ça. L'État doit supporter, accompagner les entrepreneurs agricoles, les fermiers et les agriculteurs en donnant des moyens de financement à travers des garanties de prêts au niveau des banques. Comme ça, les banques donnent des taux inférieurs aux entrepreneurs agricoles. L'État doit réguler le secteur et non faire l'agriculture. Et aujourd'hui, très rapidement, parce que nous tendons vers la fin, une étude du Programme alimentaire mondial, le PAM, a spécifié que la RDC à elle-même pouvait ou pourrait nourrir près de 2 millions de personnes dans le monde. 2 milliards. Voilà, 2 milliards. Oui. Mais il s'avère que 13 millions des Congolais meurent de faim sur le sol congolais. Ce paradoxe, selon vous, s'explique par quoi? Et comment arriver à changer cette situation? Oui, mais c'est exactement ça que je viens de dire, en fait. C'est parce qu'on ne veut pas suivre les étapes de développement. Quand on ne suit pas les étapes de développement, on urbanise rapidement. Et quand on urbanise rapidement, on enlève les gens des milieux ruraux, ils viennent en ville, où c'était ces gens-là qui produisaient avant, on ne les a pas accompagnés, les routes ont détérioré, ils ne trouvent plus leur compte là-bas au village, ils viennent en ville, ils vont faire les délinquants, ils vont faire tout ça, en attendant la production baisse. Quand j'étais petit, je me rappelle à la maison, au Kasaï, on pouvait manger de la bouillie avec du sorgho. Mais essaie de trouver du sorgho maintenant au Kasaï, tu ne vas pas trouver. Pourtant, c'était une culture qui était commune là-bas au Kasaï. Donc, ce problème de malnutrition ou des gens qui meurent de faim, c'est un problème
d'un manque de stratégie au niveau de l'État. On n'a pas une stratégie de développement à long terme. On a une stratégie de lancer des projets à impact visible. Impact visible, impact visible. C'est ça notre motto maintenant. On doit faire des projets à impact visible. On doit faire des projets à impact visible. Mais après, quand le projet est fini, tu n'as pas fait la fondation, le projet est fini, ça crée même plus de pauvreté qu'avant. Parce que les gens deviennent dépendants des résultats rapides qu'ils ont vécus. Et ils pensent que c'est aussi facile que ça. Mais la fondation n'est pas là. La mentalité du paysan n'a pas changé. La mentalité du jeune n'a pas changé. Tu lui as donné de la semoule à $10. Après, la saison agricole passe, tu ne produis plus la semoule à $10. Il va avoir où sa semoule à $10? Là, il revient plus pauvre qu'avant. ouais. Parce qu'il dépensait, avant, ça lui coûtait $20. Maintenant, tu l'as mis à $10. Les $10 extra, il dépense sur quelque chose d'autre qui n'est pas important. Maintenant, quand tu lui remets maintenant la semoule à $20, il n'est plus capable parce qu'il s'est habitué à dépenser l'autre argent. Je veux dire, les projets à impact visible ne nous aident pas. Mais le travail sur une stratégie sur 30 ans de développement fait que ça formate même toute la manière de penser. Le cursus éducationnel va changer. La formation professionnelle et technique va changer parce que ça va être dépendant directement de toutes les stratégies que nous avons mises en place. Oui. Nous ne faisons pas ça. Chaque nouveau président, chaque ministre amène son petit projet qui va être... Patrick Mulumba, devant vous, vous avez une caméra. En quelques mots, vous avez un agripreneur qui vous suit en ce moment précis et qui veut abandonner. Il a commencé, comme vous l'avez dit, il a mis son argent, son énergie, mais il voit que ça ne paye pas. Oui. Mais il suit Patrick Mulumba en ce moment. Vous lui dites quoi? Je ne suis pas un bon motivateur. Je décourage souvent les gens. Ça, mais je dirais, je peux parler à l'agripreneur, mais je vais parler à l'entrepreneur qui est à l'intérieur de l'agripreneur. Quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui t'avait dit que ça allait être facile. Il n'y a personne qui t'avait promis que tu allais réussir. Il n'y a personne qui t'avait promis que la vie serait rose. Donc, si tu te décourages maintenant et que tu abandonnes, c'est que depuis le début, tu n'étais pas un entrepreneur. Alors, tu dois questionner si tu devrais être un entrepreneur ou non. Alors, si tu dis que tu es un entrepreneur et un entrepreneur agricole, tu ne peux pas lâcher. Définis et comprends c'est quoi les sacrifices et les obligations et les objectifs qu'un entrepreneur a et tu ne vas jamais te décourager même quand c'est difficile. Voilà. Logix Africa, en quelques mots, quand on vient pour solliciter vos services, on s'attend à quoi? Je dirais ce que nous voulons être pour l'entrepreneur congolais, le fermier, l'État. Nous voulons être une référence de professionnalisme, de détermination, de succès. Nous voulons projeter l'image d'un Congo qui travaille pour se relever, qui ne s'assoit pas là à croiser les bras. Et nous pensons fortement que le plus de personnes vont se mettre dans l'agribusiness. Nous avons une chance de reconquérir ou de garder entre nos mains le seul secteur stratégique qui reste dans les mains des Congolais. Nous avons perdu tous les autres secteurs et je pense que Logix veut montrer que c'est possible de le faire avec des très petits moyens et si on est capable de mutualiser nos efforts pour atteindre cet objectif commun. Patrick Mulumba, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'Igablo Interview. Merci. Madame, messieurs, à vous, je vous dis toujours et tous les jours, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais dans l'Igablo Interview, les paroles restent dans vos têtes, dans vos cœurs, pour que demain, votre mind, votre mentalité puisse changer. Nous avons un seul mot d'ordre dans cette émission. Nous voulons changer le mindset des Congolais. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur qui, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants autour de lui et leur dit « Surtout ne gaspillez pas le trésor que nous a laissé nos parents, nos grands-parents, et ce trésor, c'est la terre. Parce qu'avec un peu de courage, vous saurez quoi tirer de cette terre. Il y a un trésor qui est caché dedans.
Un jeune Congolais a décidé de trouver ce trésor. Pas de le garder, mais de le partager, de le fructifier. Et nous espérons qu'à travers ce numéro Ligablo Interview, vous avez trouvé un trésor. Et nous espérons qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agripreneur, vous allez trouver votre trésor dans cette émission. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Et à très bientôt. Au revoir.